Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à échanger sur les différents thèmes que nous allons aborder, notamment Mhm. concernant la pédopsychiatrie, mais pas uniquement. Quelques mots pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes né à Bordeaux en 1961. Votre parcours professionnel est marqué du sceau de la science, mais aussi du sceau de la médecine, et plus Mhm. particulièrement dans votre domaine qui est la pédopsychiatrie. Votre formation rencontre les mathématiques et la physique à l'école polytechnique, puis vous poursuivez vos études en médecine à Paris 11, où vous deviendrez interne en psychiatrie entre 1992 et 1996. Votre doctorat portait sur la biostatistique et sur la biométrie en post-doctorat. Mhm. Bref, vous cochez presque toutes les cases afin de nous éclairer sur ce qui nous tombe dessus concernant la pédopsie, Mhm. psychiatrie et plus largement les changements considérables Mhm. que nous vivons actuellement dans le champ de la psychiatrie en général, Mhm. notamment dû à l'ingérence des neurosciences dans notre discipline qui, du fait de ses prises de position tant scientifiques qu'idéologiques, font craindre à bon nombre de nos collègues une disparition de notre champ clinique au profit de la neurologie et de la biologie. Après tout, on pourrait s'en réjouir si ces avancées s'avéraient fondées cérébralement parlant. Or, comme l'avance l'auteur et chercheur François Gonon dans un article retentissant, il semblerait que nous nous trouvions devant ce qui peut s'apparenter à une bulle spéculative aux conséquences ô combien redoutables. Voilà pour Mhm. l'introduction un peu massive que je vous envoie. Je vous passe évidemment tout de suite la parole en précisant que parmi les ouvrages que vous avez écrits, un a retenu mon attention, Cerveau et psychanalyse, tentative de réconciliation, paru en 2008. Mhm. Donc c'est une pensée réconciliatrice qui vous honore, professeur Falissard, et en tout cas, nous sommes tout à fait intéressés, mon camarade Benzi et moi, pour vous entendre sur ce sujet et bien d'autres, évidemment. C'est à vous. Bon, si j'avais une réponse simple à cette situation et à cette question, je pense que ça serait de la supercherie parce que le problème se pose dans beaucoup de pays mais de façon différente. Et là, récemment, j'étais à l'étranger et j'ai discuté avec un collègue allemand d'ailleurs qui est le président de la Société allemande de pédopsychiatrie, qui est quelqu'un de très sérieux et qui s'interrogeait sur la pauvreté et l'amaigrissement de la pensée du soin en général et de la pensée de l'humain en médecine en général et en psychiatrie en particulier. Alors, euh, bon, on va effeuiller les différentes causes. Je crois quand même que en psychiatrie, bon, il y a les neurosciences. Pourquoi les neurosciences sont à ce point portées au pinacle? Ben d'abord parce que elles ont trouvé des choses assez fascinantes, quoi. Euh, il y a eu un boom technologique des IRM en particulier et de toute la technologie biomédicale qui a conduit les neuroscientifiques et puis même conceptuels et les sciences cognitives ont permis de penser la recherche sur le fonctionnement du cerveau et du fonctionnement psychique humain en tant que système traitant des informations qui ont été un vrai succès. Voilà. Alors, après, dont acte, quelles sont les conséquences que ça a eu dans le soin? Là, je crois qu'il faut revenir à ce que Thomas Insel a dit, l'ancien directeur du NIMH, qui a dit, ben voilà, j'ai dépensé en gros 15 milliards de dollars sur 10 ans à faire de la recherche dans ce domaine-là, en pensant que on allait trouver, comme les biothérapies, on a trouvé quand même, ça a permis de faire des progrès en cancérologie, etc. Et ben en fait, on a trouvé des choses fantastiques, mais ça n'a pas permis de mieux soigner les gens ou de beaucoup mieux les soigner.
et qu'en fait, il a conclu en disant, en fait, on sait comment il faut soigner les gens, le principal problème, c'est que ceux qui en ont le plus besoin n'y ont pas accès. Je, je- c'est une partie du problème. Je pense quand même qu'on ne sait pas complètement soigner nos patients aujourd'hui. Enfin, il y a quand même plein de patients résistants, des patients qui vont pas bien et qui rechutent, etc. Il y a de nouvelles pathologies Euh, aussi. alors, mais les neurosciences fascinent de par leur productivité et les résultats qu'elles trouvent. Du coup, ça devient un peu un miroir aux alouettes pour les autorités de santé, les politiques et certains patients en disant, ben, les neurosciences, c'est fantastique, c'est le mariage de la technologie, du cerveau et de la pensée. Donc, c'est quelque part l'avenir. Et donc, c'est ça qui va faire que on va trouver. Alors, on peut toujours dire, ah ben, on va trouver dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, etc. Ça, on appelle ça l'éthique de la promesse. Bah, moi, j'ai envie de dire, ok, ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Ok, on peut continuer, mais on pourrait quand même aussi chercher autre chose. Mhm. Voilà, c'est que. Alors, autre chose, c'est quoi? Alors, c'est là qu'on va retrouver immédiatement, on a un discours clivé. Alors, si c'est pas les neurosciences, c'est la psychanalyse. Et là, on a entendu ça juste la semaine dernière avec l'amendement 159, etc. Absolument. Avec, alors bien sûr, il y a eu un excès psychanalytique jusque un peu à la fin du XXe siècle, avec une position ultra dominante qui a fait beaucoup de tort à beaucoup de parents de patients et de patients, etc. Tout le monde est d'accord pour dire ça, les psychanalystes les premiers, etc. Mais d'abord, aujourd'hui, il n'y a plus la psychanalyse, ça n'a plus aucun sens. Il y a des psychanalyses. Enfin, de nombreux théoriciens de la psychanalyse ont déconstruit au moins 50% du corpus freudien. Il y a des débats, voilà, tous les psychanalystes ne sont pas d'accord sur qu'est-ce que c'est que le psychisme humain et comment on peut utiliser cette théorie pour soigner les gens. Et puis la psychanalyse a donné lieu à des thérapies, mais il y en a des dizaines et même plus que ça. Et là, moi je trouve que ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que les thérapies des schémas qui sont des thérapies de troisième génération des TCC, axent le soin sur des schémas développementaux qui construisent l'être humain, qui sont exactement à mettre en parallèle avec les thérapies basées sur des relations d'objets des psychanalystes. On voit à quel point les cliniciens qui sont sur le terrain et qui soignent les patients, ceux qui sont à la pointe du progrès dans le développement des thérapies, sont à des années-lumière de ce débat complètement stérile qui paralyse toute notre discipline. Mm. Oui, 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 oui. Et c'est-à-dire, vous voyez, professeur Falissard, la question qu'a amené euh, l'amendement 159, c'est aussi cette prise de position idéologique qui a, dans le texte même, pointé l'idée que tout développement, même pratique et conceptuel, fondé sur des arguments développés par la psychanalyse, devait être éradiqué. Vous voyez, Oui, cette pensée tout de même assez totalitaire, est en train de prendre petit à petit le pas sur le dialogue que vous appelez de vos voeux. Et mm, j'ai eu la possibilité de vous écouter via Internet dans votre conférence faite à Évreux en mm, mars 2025. Et là, je vous cite, ce qui m'a évidemment beaucoup, beaucoup intéressé, c'est votre, votre cri du cœur en disant, je vous cite, hein, un jour, je me suis réveillé mm, et il y avait des TND partout. oui, C'est-à-dire que j'ai même entendu ça comme un jour, je me suis réveillé et les troupes neurodéveloppementales avaient occupé tout mon mm, champ de la pédopsie et qui occupait toutes les places ouais, qui vont diriger la politique de soins en France. Vous ouais, voyez, donc c'était un peu cri du cœur. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous diriez à peu près la même chose, mais en tout cas, le je me suis réveillé m'a aussi en quelque sorte réveillé dans mm, l'intérêt que j'ai eu de poursuivre l'audition de votre mm, conférence à Évreux. oui, oui. C'est vraiment curieux sur plusieurs points parce que
scientifiquement, la notion de trouble du neurodéveloppement est extrêmement critiquable, Mhm. parce que, alors, moi, je veux bien, on a le droit, alors, d'abord, le concept a été développé par Michael Rutter, un pédopsychiatre britannique très réputé, qui est décédé il y a juste quelques mois. Alors, on a le droit, quand on est scientifique, de développer des pistes et de changer la nomenclature, c'est bien. Et donc, il dit, ben voilà, il y a des troubles qui commencent dans l'enfance, qui ont à voir avec une anomalie du développement du système nerveux central, qui sont comorbides. Et donc, en fait, on va les mettre ensemble pour conceptuellement essayer d'avancer là-dedans. Alors, l'idée, le pitch, comme on dit, est pas mal. Après, c'est quand même, c'était il y a 15 ans, un petit peu plus que ça, il y a 20, 17 ans. Mhm. Depuis, on a des données et depuis, on a. Alors, moi, je veux bien, mais la schizophrénie, aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de patients pour lesquels ça commence très tôt. Mhm. Et c'est même un enjeu pour beaucoup de nos collègues psychiatres d'adultes d'avoir un traitement avant, donc l'émergence psychotique, etc. C'est très à la mode. Mais moi, je me demande pourquoi la schizophrénie, c'est pas un trouble neurodéveloppemental. Enfin, Alors, il va Oui. dire, ah mais oui, mais il y a des accès. Dans l'hyperactivité, il y a des accès. Ben non, il n'y a pas d'accès. Ben non, pas du tout. Aujourd'hui, on a des données. Il y a plein de patients hyperactifs qui ne sont plus hyperactifs à 20, 25 ans. On le savait déjà depuis longtemps, mais c'est maintenant, on a des données de trajectoire et on a des patients qui sont hyperactifs, qui ne le deviennent plus et qui le redeviennent après. Donc, il y a des fluctuations aussi. Donc, s'il y a des fluctuations, comment ça peut être comment le neurodéveloppemental pourrait-il expliquer tout ça? Si c'était juste le cerveau qui dysfonctionne, alors effectivement, ça devrait être stable. Mais en fait, c'est pas stable. Et ça, c'est des données épidémiologiques. Alors, l'hyperactivité, alors vous allez dire, ah, l'autisme, c'est pas pareil, c'est stable. Ben, l'autisme, il y a l'optimal outcome. Il y a des patients autistes jeunes, et il y en a un nombre non négligeable qui, en fait, eh ben, deviennent quasiment plus symptomatiques au bout de 5, 10 ans d'évolution. Ça aussi, ce sont des données épidémiologiques et beaucoup évolue favorablement avec le temps. Donc là aussi, c'est euh, c'est un peu. Alors scientifiquement, c'est problématique, mais c'est surtout moi cliniquement que ça me pose problème parce que dire que c'est un trouble du neurodéveloppement. Et là, aujourd'hui, j'ai donné deux séances de cours assez longues avec des jeunes collègues. Eh ben, je leur disais, non mais Greta Thunberg, elle est autiste, c'est elle qui le dit, et peut-être que c'est vrai, même en termes cliniques, mais peu importe, puisqu'aujourd'hui, le patient dit qu'il est autiste, donc il est autiste. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que notre soin fonctionne. Et on va dire que Greta Thunberg a une anomalie du développement du système nerveux central qui conduit à un fonctionnement mental déviant, ce qui est la définition de Michael Rutter. Donc bien sûr que ça veut rien dire. Alors, il me disait, oui, d'accord, mais ça c'est une exception. Mais de toute façon, tous les autistes, ils ont quand même un trouble dans leur cognition sociale, et donc c'est quand même un trouble. Mais non, euh, oui, les autistes, enfin, ils ont par définition une difficulté dans leurs relations sociales. Mais moi, j'ai des difficultés pour faire plein de choses. J'ai des difficultés pour chanter, par exemple. Je chante horriblement faux. S'il y a un karaoké avec des collègues, je ne peux pas participer au karaoké. Et je vous garantis que ça m'a posé des problèmes dans ma vie parce qu'on me trouve que je ne fais pas la fête, etc. Alors vous me direz, c'est pas grave. Mais il y a plein de patients autistes qui vivent relativement bien le fait qu'ils ont des difficultés et ils se sont aménagés. Et oui, il y a une fatigue cognitive, mais en fait, c'est leur vie, ils sont comme ça, ils sont différents. Et oui, il faut les aider à mieux être intégrés dans la société. Comme moi, il faudrait m'aider à ne pas me stigmatiser parce que je chante faux. Bon, je plaisante, hein, mais vous Oui. voyez, plutôt que de dire que c'est pas un trouble, c'est pas un trouble, c'est chacun est plus ou moins à l'aise dans plus ou moins d'axes de la vie. Et bah, les autistes, alors pas la frange la plus profonde, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, pour moi, il faudrait changer de nom. Hein, aujourd'hui, l'autisme,
ça va devenir, comme le dit le collègue Laurent Motron, 4 voire 5% de la population, on est déjà à 3%. Mhm. Et donc on voit vraiment que c'est un état d'être. Ce sont des gens qui sont d'une certaine façon. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui des intelligences artificielles, qu'il y ait beaucoup d'informatique, qu'il y ait du virtuel partout, fait que l'autisme résonne du fait de son rapport à la réalité différent du nôtre. Et c'est comme ça. Voilà. Mais ça n'est pas, à proprement parler, un trouble. Ça peut générer une souffrance. Prenez l'homosexualité, par exemple. L'homosexualité n'est pas un trouble. Néanmoins, du fait de cette particularité, eh ben, on peut souffrir dans sa vie, on peut même faire une tentative de suicide. Mais on ne va pas soigner l'homosexualité, on ne va pas soigner ces formes légères à modérées d'autisme. Et encore une fois, pour les formes profondes, pour moi, ça n'a rien à voir. Il faudrait changer de nom d'ailleurs. Et je ne suis pas le Mhm. seul à penser ça. Mhm. Oui, mais donc vous parlez effectivement de la question de la définition des catégories. Oui, Et la communauté scientifique, justement, ne s'est pas interrogée, n'a pas sollicité ce qu'on appelle les TNDistes pour dire, mais selon quels critères vous parlez d'autisme? Parce qu'avoir une relation problématique avec la société, avec les autres, moi je suis d'accord avec vous. Moi aussi, le lundi matin, je suis comme ça. Donc, je pourrais être autiste le lundi matin. La science devrait, vous êtes expert en épistémologie, devrait définir d'abord les critères de la construction oui, des définitions. Et personne demande aux TNDistes de rendre compte de leurs critères de oui. définition. Parce que Alors, quand on trouve, on peut faire un IRM cérébral, on peut oui, trouver qu'il y a une anomalie neurologique, d'accord. Mais passer de la corrélation au lien cause-effet, c'est un abus oui. méthodologique. Oui, alors non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est que Michael Rutter a eu un élan méthodologique, épistémologique. Il a dit, bon, on va faire des troubles du neurodéveloppement, etc. D'ailleurs, dans plusieurs papiers, il explique pourquoi pour lui ça fait sens. Après, le DSM a repris le concept, et c'est là que ça a eu un succès considérable, mais le DSM a repris le concept pour des raisons politiques, à mon Ouais. avis, pas pour des raisons scientifiques. Et d'ailleurs, on le voit dans la définition du DSM-5 des TND, nulle part il est marqué cerveau, neuro ou quoi que ce soit. C'est incroyable. C'est dans le DSM-5 TR, donc 10-12 ans après, que finalement ils ont dû se rendre compte, zut, en fait il y a un problème, notre définition elle est complètement bancale, parce qu'on dit que c'est neurodéveloppemental, on n'a jamais mis le cerveau. Ils ont rajouté 2 mots pour mettre cerveau dedans. Donc on voit que c'est politique. Il y avait le spectre de l'autisme qui a été à la fois une décision clinique en disant Asperger, c'est pas différent de Kanner, etc. Donc on met un spectre. Et puis il y avait une idée d'inclusion. Vous voyez, si on met un spectre, ça veut dire que ben, finalement, ce qui est grave, c'est pareil que ce qui est pas grave. Comme ce qui est pas grave, c'est pas gênant. Ben, en fait, ce qui est grave, en fait, c'est, vous voyez, donc ça pouvait susciter une politique d'inclusion. Pourquoi pas? Mais ça a eu un effet collatéral, c'est qu'il y a eu une dissolution complète du phénotype. Et aujourd'hui, comme vous dites, les TNDistes, mais sont farouchement opposés, enfin la plupart, mais dont Laurent Motron, mais beaucoup au concept de trouble du spectre de l'autisme, parce qu'ils n'arrivent plus à faire de la recherche. Parce qu'en fait, le concept est devenu tellement élastique que quand on utilise ça comme critère d'inclusion dans des études, on a trop d'hétérogénéité et on ne peut plus faire de recherche. Et Laurent Motron, lui, travaille beaucoup en ce moment sur le prototype autistique. Faire des études sur des patients, donc pas des autismes syndromiques, des autismes non syndromiques, avec un profil développemental typique, pour justement permettre de faire des études qui seraient susceptibles d'étayer scientifiquement, en termes biologiques ou pas, le profil autistique. Donc Oui. en fait, la notion de TND, pour les scientifiques, j'ai envie de dire les plus durs, eh ben, leur pose problème. Ouais. Alors, la question, professeur Falissard, est aussi une question que vous rencontrez, que nous rencontrons dans la clinique, à savoir que dorénavant, quand nous avons devant nous des parents à qui l'on dit pour une dyscalculie, Oui, dysorthographie, que cela rentre dans les TND, oui, bien évidemment, vous avez beaucoup de parents qui disent, bon ben voilà, on a, on a donc à notre table un enfant dont le cerveau doit être effectivement altéré et que
cet aspect de la relation va se chroniciser puisque, jusqu'à preuve du contraire, la lésion cérébrale supposée par les TND va s'installer dans le discours même familial avec, bien entendu, ses répercussions sur le plan, je dirais, transférentiel au sein d'une même famille. Et il y a une anecdote qui me revient. Une famille, quand j'étais au CMPP de Juvisy, je me souviens qu'une famille qui devait enregistrer leur enfant à la maison départementale des personnes handicapées, donc cette famille dit, nous étions quatre le matin, Hum. deux enfants, des parents. Le soir, nous étions trois parents et un enfant, dont un qui était déclaré handicapé TND, avec évidemment une modification de l'approche, puisque le propos qu'allait tenir maintenant cet enfant était entendu par le filtre même de ces TND, à savoir qu'ils avaient devant eux un enfant dont le cerveau était altéré. Tout cela par une appellation qui n'a pas encore prouvé son bien fondé, ce qui est évidemment extrêmement dommageable au sein même de toutes les familles et évidemment au sein même du sujet lui-même, bien entendu. Oui, c'est C'est un très souci. Alors, à l'origine, il y avait la volonté inverse, c'est-à-dire, comme la psychanalyse a dit que c'était de la faute des parents et en particulier des mères, au moins si on dit TND, on dit que c'est pas la faute des mères, on dit que c'est les cerveaux qui dysfonctionnent, donc du coup ça déculpabilise les parents, ce qui a été en partie vrai. Je dis en partie seulement parce que c'est plus compliqué que ça. Mais néanmoins, ça a été en partie vrai. Après, je suis d'accord avec vous, de biologiser, ça fixe. Et d'ailleurs, ça a été expérimenté, ça a été dit, vous savez, au Japon, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, il y a un article de Norman Sartorius qui retrace cette histoire. Le mot schizophrénie a été abandonné au profit de troubles dopaminergiques, etc. Et alors, en fait, alors est-ce que ça a été un bien ou un mal? Alors, d'un côté, au sein de la communauté médicale, pour les autres médecins, ça semble plus facile de parler de troubles dopaminergiques. Voilà, les collègues neurologues, cardiologues, enfin, sont plus à l'aise avec ça. Ça a permis d'apaiser un petit peu le diagnostic et de moins stigmatiser les patients. Néanmoins, dans les médias, pas du tout, parce que justement, biologiser la schizophrénie, en fait, ça rendait le patient schizophrène inéluctablement dans le même état toute sa vie. Ça essentialisait sa schizophrénie Absolument. Oui. et que quelque part, c'était pas bon. Donc, il y a des papiers qui ont été écrits là-dessus. Alors, oui, je suis complètement d'accord avec vous. En fait, ce qui se passe, d'abord, vraiment, c'est pas un trouble du neurodéveloppement, c'est neurodiversité. Mais, alors, et la notion de neurodiversité, d'ailleurs, a précédé la notion du trouble du neurodéveloppement. C'est une sociologue australienne, elle-même autiste, qui a fait une thèse là-dessus, et sa thèse a eu un succès considérable, à tel point qu'il y avait un shadow cabinet du gouvernement britannique qui avait prévu un ministère du trouble du neurodéveloppement, de la neurodiversité, un ministère de la neurodiversité. Donc vous voyez le buzz. Et donc sociologiquement, c'est très intéressant de voir que associer notre psychisme au cerveau, aujourd'hui, ça fascine un certain nombre d'humains. Ça, alors, sûrement parce que ça permet d'apporter une réponse simple à des questions compliquées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce qui se passe dans notre tête est terriblement compliqué. Il Mais suffit on de l'a voir. toujours fait dans l'histoire. On a toujours associé Voilà. l'âme à l'organe. Et puis quand on voit, je crois que le procès Pellico a été extraordinaire à ce Oui, sujet-là. On voit que Monsieur Pellico, nous aurions pu dîner avec lui de façon totalement anonyme et sympathique, et en fait, ce monsieur dans sa tête est à l'évidence quelque chose d'incompréhensible pour tous ceux qui nous entourent. Donc on voit que être un humain normal, en fait, c'est très compliqué à définir si on creuse vraiment ce qui se passe. Et donc ça, c'est source d'angoisse, hein.
dans une société où il faut des explications, il faut tout soit un peu réglé. Enfin, en tout cas, pas pour tous, mais pour beaucoup de nos semblables, il faut des explications carrées. On appelle ça une propension à la clôture cognitive. Ça serait un trait de personnalité cognitif. Il y a des gens qui veulent que ça soit carré, et du coup, le neuro vous apporte une réponse carrée. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, alors c'est neuro. Et donc, eh ben, pour moi, trouble, ça va pas, mais c'est neurodiversité. Et si vous, ça vous fait du sens pour ce que vous êtes, eh bien, d'accord. Mais on se rend compte qu'il y a des sujets autistes, hyperactifs, pour qui être neurodivers, c'est pas leur truc, en fait. Ils disent, je suis autiste, d'accord, mais mon autisme, c'est pas mon cerveau, c'est moi. Mm. Absolument. Et Oui, oui. donc, je veux pas être considéré comme neurodivers, je veux être considéré comme quelqu'un de différent. Mais c'est tout. Oui. Et donc, c'est amusant de voir comment, en fait, des concepts qui pseudo-universels, en fait, se révèlent aussi fragiles que tous ceux qu'il y avait avant. Et cette pseudo-universalité du neuro, en fait, c'est une façade. Oui, moi, je voudrais justement me- continuer ce discours parce que dans un de vos vidéos, vous parlez justement à propos de l'autisme, la naissance de l'autisme post-psychiatrique, dans le sens que Oui, la catégorie diagnostique n'est plus oui, apanage des psychiatres qui étaient les spécialistes de cette dimension clinique, mais commence à appartenir aux avocats, commence à appartenir aux oui, politiciens, aux associations de oui, famille, aux parents, etc., etc. Et donc, moi, j'ai l'impression que, comme vous dites, on cherche une réponse simple à un problème complexe, mais on ouvre une autre complexité encore plus compliquée. oui. Donc, je voudrais savoir jusqu'où peut arriver ce paradoxe. Si je dois me retrouver au chômage, je ne sais pas si je dois, parce que je suis psychiatre, donc Non, je crois qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je rassuré. crois que, en fait, ben, la société bouge à 100 à l'heure hein, en ce moment. Hein, Oui. c'est un truisme de le dire. Et on suit le train tant qu'on peut. Et c'est d'ailleurs c'est nos adolescents qui nous montrent un peu le chemin parce que eux, ils sont plastiques, eux, ils se construisent dans la vie. Et donc, eux, ils sont à 200 à l'heure dans tout ça. Donc, c'est très intéressant de les voir. Alors, clairement, aujourd'hui, il y a une question identitaire qui se pose euh, pour des raisons sociologiques. C'est que d'un côté, ben, avant, on existait en tant que faisant partie d'un pays, enfin d'une communauté. Alors, si on remonte chez les Grecs, la question se posait pas, c'était juste ça. Mais quand même, avec appartenir à une religion, appartenir à un pays, voilà, c'est ça qui me construisait. Et aujourd'hui, les religions, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, mais on a interrogé à l'Académie de médecine, on a interrogé il n'y a pas longtemps un père dominicain qui me disait, ah ben, c'est incroyable, on a beaucoup plus de baptêmes chez les jeunes, mais alors ils sont spiritualité fluide, ils sont religion fluide. C'est-à-dire qu'ils se baptisent, mais ils sont aussi bouddhistes, ils sont aussi, voilà, et etc. Donc on voit que, donc il y a, finalement, qu'est-ce que je suis? Ben, ça devient une question compliquée. Et alors, on a ces réseaux sociaux qui vous fabriquent une communauté de gens un peu identiques avec vous, qui étayent une certaine forme d'identité. Et du coup, ben, par ces réseaux sociaux, vous allez faire partie de la communauté des anorexiques, des autistes, des hyperactifs. Vous vous rencontrez, vous échangez, vous voyez que vous êtes comme les autres, ce qui est assez sympa. Et du coup, ben, en fait, vous retrouvez une nouvelle tribu et c'est cette tribu vous désigne en tant qu'identité. Et puis, au-delà de ça, vous allez cultiver au sein de cette identité une certaine singularité, parce qu'en plus, il faut être singulier, parce que sur TikTok, il faut montrer qu'on est comme est différent des autres. On est comme les autres, mais avec quelque chose en plus quelque part. Et donc, du coup, eh ben, le fait d'être neurodivers, eh ben, finalement, c'est une possibilité, comme le fait d'être racisé, comme le fait d'être transgenre. C'est une façon d'exprimer son identité de façon originale et de façon
vous trouvez que ça vous ressemble. Et c'est comme ça, voilà, c'est pas un problème. Et du coup, ben, si vous avez un trait autistique, si vous avez des difficultés de socialisation, et que vous vous reconnaissez dans la présentation de l'autisme, ben, vous allez dire c'est moi. Alors que nous, on dirait jamais ça. Nous, on dirait, bah ouais, bah t'es comme ça, bah c'était comme ça, quoi. Enfin, on n'est pas tous pareils et c'est vrai que t'es branché à jouer aux échecs et t'as pas trop de, t'as juste un ou deux copains, ben voilà, c'est pas une maladie. Non, ah, on va coller le mot dessus. Et ben, comme vous le disiez, c'est comme ça, voilà. La pédopsychiatrie, la psychiatrie, c'est pas comme l'hémato-oncologie où quand il y a une leucémie aiguë lymphoblastique, ben, c'est une leucémie aiguë lymphoblastique. C'est pas vous qui l'inventez, c'est la leucémie. Oui. Avec le fonctionnement psychique, on n'est pas pareil et ben voilà, c'est comme ça. Alors pour nous, comment on vit ça? Ben, il faut qu'on s'adapte, hein. La société bouge, il faut qu'on s'adapte à ces changements. Et je crois qu'il faut dire, ah ben, oui, d'accord, tiens, salut, tu dis que t'es autiste, ok, ça va, explique-moi. D'accord, ah ben, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je ne le dirai pas avec mes mots de médecin. Pour moi, autiste, un autiste pour un médecin, c'est quelque chose de quand même un peu plus sévère, mais je comprends, d'accord, on va rester sur ce terme, vous voyez? Il Ben, faut, bon, il faut respecter l'identité du sujet. Alors, peut-être trouver un mot différent. Moi, je trouve oui. que pour les formes profondes d'autisme, il faudrait dire syndrome de Soukareva. Vous voyez, et là, quand on dit syndrome de Soukareva, c'est pas une identité. On sent que ça résonne comme quelque chose de médical. Voilà. Et je pense que comme ça, tout le monde s'y retrouverait. Mais là, vous soulevez un autre problème, c'est-à-dire, dans votre discours, vous parlez effectivement de ce mouvement social, de ce mouvement culturel, de cette dynamique même anthropologique, on pourrait dire. Oui, Et donc, dans un livre que vous avez produit, que vous avez édité, Soigner la souffrance psychique mmh, des enfants, vous, vous évoquez l'idée que les psychiatres, le médecin, le psychiatre devrait être cultivé. Donc, oui, doit s'intéresser à la sociologie, doit oui, s'intéresser à la politique, doit s'intéresser à l'éducatif, parce que ça, son champ de travail oui, est large, dépasse les limites de la science scientifique, on va dire, de la science technique. oui. Alors, comment on peut faire cette nouvelle génération de psychiatres? Parce que le savoir académique va vers une spécialisation de plus en plus ponctuelle. Oui, Et moi, je rajouterais, si vous permettez, bien sûr. professeur Falissard, je rajouterais aussi à ce que vient de dire Benzi, mon collègue Benzi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu à l'image de l'idée qu'on peut se faire du patient. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ces nouvelles nomenclatures, on a tendance à dire ce qu'on voit est suffisant Mm. pour recevoir les patients. Oui, On fait une sorte de phénoménologie du comportement, de ce que l'on constate, et puis l'anamnèse, l'histoire de chacun, se trouvait totalement méconnue. oui, C'est-à-dire qu'on peut faire maintenant une approche du soin psychique sans connaître le moins du monde l'historique du sujet dans sa famille, voire même l'historique de la famille, avec les incidences que nous connaissons de ces moments comme ça, où dans une famille, des choses importantes se sont déroulées. Alors aujourd'hui, il semblerait, en tout cas moi c'est aussi une question que je vous pose, il semblerait que les psychiatres nouvellement sur le marché, eh bien, on ne leur demande pas trop de s'inspirer de la culture qui les oui, ont précédés et que on va aussi vers quelque chose d'immédiatement saisissable, à savoir d'être performant dans les critères DSM-5, par exemple, de pouvoir cocher et l'intégration. Moi, j'ai travaillé dans certains services où aujourd'hui, j'étais même stupéfait de voir que il y avait des séances de cotation oui, où il s'agissait de cocher et non plus même de s'interroger sur le moment où tel ou tel enfant ou tel adulte venait consulter la psychiatrie, qui était toujours quelque chose qui faisait fracture dans le trajet d'un sujet qui venait oui, consulter. Vous voyez, au même moment, en miroir, il y a le patient et son écoute,
et la formation qui, effectivement, comme le dit mon collègue Benzi, se fait à l'aune de ce que je viens de vous dire au niveau du patient. C'est Oui. une question grave que je vous pose, bien entendu. Alors, c'est balancé. C'est que d'un côté, vous avez raison. En fait, il y a même une pression administrative à ça, hein. C'est Oui, que quelque part, il y a le souhait que le psychiatre produise des diagnostics avec des propositions thérapeutiques, point barre. Et que le diagnostic doit être conforme au DSM parce que les soins evidence-based sont en lien avec des études et les critères d'inclusion dans les études sont le DSM, donc le diagnostic doit être le DSM. c'est ça. Et effectivement, en Amérique du Nord, il y a un peu ça quand même. Il y a un peu ça où les collègues sont, d'ailleurs le DSM est nord-américain. Euh, alors, oui, et il y a une pression en ce moment de la HAS pour ça. D'un autre côté, là, je viens tout à l'heure de donner un cours à un tout nouveau séminaire de DES sur les troubles de la personnalité, qui Mhm. n'existait pas avant. Et vous Effectivement. voyez, trouble de la personnalité, c'est pas le DSM, hein. C'est vraiment dans une optique de thérapie, comment on conçoit l'humain dans sa structure pour l'accompagner dans la reconstruction de lui-même, dans l'étude de ce qu'il est, etc. Il y a de la médecine narrative dans des universités où on apprend la médecine. Oui, il y a l'évidence-based médecine, mais il y a aussi la médecine narrative à partir du récit de vie du soignant et du soigné plutôt, et etc. Donc il y a, et puis je vois pour avoir en supervision de jeunes internes, il y a quand même une appétence parce que on les envoie aux urgences pour une tentative de suicide. Ben, quand on en discute, ben, ils disent mais le DSM là, parce qu'un adolescent qui fait une tentative de suicide, ben, c'est compliqué. Voilà, Mhm. c'est compliqué. Et, euh, et, et, et ils voient que c'est compliqué. Et ils se sentent démunis pour travailler avec ça. Et on peut leur dire, et là, du coup, on peut le reprendre et leur dire, ben oui, c'est compliqué. Ben, d'abord, ben, en fait, les humains pensent au suicide, voilà. Et c'est un tabou. Et c'est là qu'il y a la culture, c'est qu'il faut lire. Il faut lire des Mhm. philosophes. Enfin, il y a plein de philosophes qui se sont demandé pourquoi on ne se suicide pas plus souvent. Oui, je Et comprends. Freud à l'occasion, on peut peut-être aussi consacrer un petit temps Mais à bien notre sûr, ami Sigmund Freud. Oui, mais bien sûr, absolument. Il faut pas déifier Freud, il faut pas le scotomiser. C'est un auteur incontournable du XXe siècle, point barre, c'est tout. Tout à Et fait. c'est déjà beaucoup. Et il y a d'autres auteurs incontournables du XXe siècle. Euh, et je vois, moi je les trouve, eux, je les trouve ouverts. Alors Mhm. après, oui, alors la nouvelle maquette du DES, ça pourrait être pire. Il y a quand même des séminaires ouverts. Il y a eu un progrès par rapport à ce que c'était avant. Alors là où je vous rejoins, c'est que certains collègues, en particulier psychiatres d'adultes, enfin professeurs de psychiatrie d'adultes, sont un peu fermes sur leur position épistémique. Mhm. Oui, Or, ils forment. oui. Alors, c'est très bien Qu'appelez-vous qu'il y ait... un peu Oui, ferme, s'il vous plaît? Qu'appelez-vous un peu ferme sur leur position épistémique? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques oui. exemples? Ben, c'est-à-dire que la psychiatrie, c'est simple. Ben, récemment, il y a eu une tribune écrite dans Le Point euh, par ses collègues. D'ailleurs, certains, ce sont des amis, des gens que j'apprécie beaucoup. Mais leur truc, c'est la psychiatrie n'a pas besoin de querelles stériles, ce que je suis d'accord, elle a besoin de recherche. Alors moi, j'ai envie de dire, ok, super, recherche. Mais c'est sous-entendu, recherche en neurosciences, et en disant, ben ouais, mais les neurosciences ont apporté des choses importantes, le savoir maintenant est là, et c'est ça notre avenir. Enfin, en gros, je résume un peu la tribune, mais c'était un peu Oui. ça. Ben non, moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Et alors, je comprends pourquoi ces collègues disent ça, hein, quand on est dans le business universitaire, vous voyez, il faut avoir l'air sérieux, il faut avoir un ethos d'universitaire.
Et donc, parler de biologie moléculaire, d'inflammation, de trucs comme ça, il y a un ethos derrière ça. Si vous commencez à parler de phénoménologie avec vos collègues cardiologues, ben il faut, en fait, et ça, je le vois avec mes collègues étrangers, il faut être âgé. Ouais. Il faut ne plus être dans les enjeux de pouvoir. Il faut dire, bon, ben maintenant, on tombe la veste, on arrête de porter le masque, etc. Parlons des choses sérieuses. Ben, les choses sérieuses, c'est que c'est compliqué et que en fait, c'est profondément humain et que un soin, c'est une alliance thérapeutique. Et d'ailleurs, les données montrent que l'alliance thérapeutique est un facteur majeur d'efficacité d'une thérapie. On a des données là-dessus. Et comment on construit une alliance thérapeutique? Ben, pas avec la neurobiologie. Tout à fait. Bah, peut-être C'est avec. aussi avec la neurobiologie, mais avec d'autres dynamiques. Parce que, Ah ben, je pense et que on la peut- neurobiologie n'a rien à dire sur l'alliance thérapeutique, vraiment. non, non, mais on peut trouver un Ah, neurobiologue qui est très empathique ah et mais oui, très... mais c'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Alors, c'est intéressant. Oui, bien sûr, il y a plein de collègues qui font de la recherche en neurobiologie. Et d'ailleurs, ceux qui font le plus de recherche en neurobiologie fondamentale, en fait, ont le moins de problèmes pour avoir une pratique clinique intégrative. Vous voyez, comme si faire de la recherche fondamentale, en fait, ben voilà, en fait, de fait, c'est éloigné de ce que vous voyez dans la clinique parce que c'est fondamental. Et donc, vous savez qu'il y a besoin d'autre chose. Alors, c'est très drôle parce que vous avez des collègues qui sont clivés et qui le disent. Mm. Ils disent, ben voilà, oui, ma représentation du sujet, c'est qu'avec le cerveau, etc. C'est comme ça que je fais les cours. Mais quand je suis avec mes patients, ben, je suis pas pareil. Oui, Mm. Voilà, et c'est c'est vrai. assumé. Et puis vous en avez où c'est pas assumé. Alors c'est et très régulièrement, hein. On a des collègues avec un ethos très fort, et quand c'est pour leur famille, ils disent, ils viennent voir, ah, t'as pas un psy à me proposer là parce que ma nièce va pas bien, etc. Et bah, il leur faut un thérapeute qui fait de la thérapie, quoi. Et puis voilà, hein. Et puis un bon, parce qu'en fait, les thérapeutes sont pas tous les mêmes. Il y a un effet thérapeute qui est colossal, etc., etc. Mais c'est un tabou, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu à la HAS, qui est une institution pas si mal que ça, mais que un soin, c'est aussi un thérapeute et que tous les thérapeutes ne sont pas identiques. Tout à fait. Ouais. Oui, Mm. Oui, 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 mais absolument. c'est l'inconscient de Freud qui sort par la porte et rentre par la fenêtre. Eh Mm. bien oui, c'est impossible de dire, mais vous savez, en fait, vous faites des recommandations, mais la meilleure recommandation que vous puissiez avoir, c'est aller voir un bon médecin. Oui, Mm. Quand vous allez voir un chirurgien, vous allez voir un bon chirurgien. Tous Mm. les chirurgiens ne se valent pas, tout le monde le sait, oui, hein. Et donc, quand vous allez voir un thérapeute, bien entendu que tous les thérapeutes se valent pas. Enfin bon, c'est juste une évidence. Il y a des gens où quand on leur parle, ben on a envie de continuer à leur parler, quoi. Et ils nous écoutent et ils nous comprennent. Et je peux vous raconter une anecdote, hein. J'avais un camarade de promotion, polytechnicien, qui est cadre dans d'entreprises et qui a une vie personnelle très compliquée avec plusieurs divorces, etc. Donc un jour, il m'avait demandé, t'as pas un conseil, une thérapie? Donc j'y avais envoyé voir une thérapeute cognitivo-comportementaliste parce que excellente, parce que je me disais ça va aller bien. Lui qui a un esprit carré, ça va aller bien pour lui. Puis je le revois 2 ans après, il me dit ah ouais mais j'ai encore des problèmes. J'ai dit ça a marché avec Martine et il me dit oh ouais c'était pas mal mais bon voilà. Alors je lui dis bah écoute va voir Georges qui est un collègue psychanalyste lacanien dans le 16e arrondissement que je connais depuis des années quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il va le voir et puis on se revoit 1 ou 2 ans après, on déjeune, on parle d'autre chose, et il me dit, ah, tu sais, tu m'avais envoyé voir ton psy, là. Tu sais, c'est très drôle, hein. On s'est vu quelques fois, euh, il me disait pas grand-chose, mais en fait, ça a vachement bien marché. Et je comprends pas pourquoi. Ah oui. J'ai trouvé ça extraordinaire Oui, Supposé, supposé savoir. voilà. Absolument. Mais Oui, ça, oui. ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'écouter un patient au moment où il faut, de dire quelques bricoles, et bah, ces bricoles, en fait, ça marche. Mais ça, si Absolument. vous voulez, c'est...
J'aurais une question un peu plus politique à vous Oui, poser, professeur Falissara. Euh, alors, je reviens à l'amendement 159, mais celui-ci ayant été écarté, circule aujourd'hui une loi, enfin en tout cas l'étude d'une loi qui disposerait de cet élément, qui mettrait donc en pratique que les centres experts oui, de la Fondation fondamentale pourraient être inclus dans la loi pour effectivement dicter, entre guillemets, les soins psychiques aux enfants, oui, voire même, oui, la crainte de beaucoup de mes collègues vont dans ce sens-là, d'être, bon, c'est ma lecture, des super-préfets oui, dans des zones euh, en France qui couvriraient la France et qui dicteraient en quelque sorte ce que les CMP, CMPP ou oui, d'autres institutions médico-sociales devraient, médico-éducatives, sociales, devraient effectivement mettre en œuvre pour euh, mettre en musique ce que ces centres experts viendraient à découvrir, entre guillemets découvrir, selon bien entendu les critères de la fondation fondamentale, à savoir davantage la théorie du cerveau lésé que de oui. la théorie de la relation à l'autre. Voyez, donc, que pensez-vous, vous, là où vous en êtes de votre parcours et surtout la place que vous occupez dans le champ de la Oui. pédopsychiatrie, de cette nouvelle façon de concevoir la politique de soins auprès des enfants et des adolescents notamment? Bon, là c'est un désastre. J'aime bien être balancé, mais là, je peux pas être balancé parce que d'abord, tout le monde est contre. Enfin, la quasi-totalité des collègues. La Fédération hospitalière de France, dans sa branche psychiatrique, il y avait une réunion hier, tout le monde était contre, que des directeurs d'hôpitaux, à tous les collègues, qu'ils soient cognitivo-comportementalistes ou non. Donc, c'est spectaculaire de voir. Et c'était pas l'histoire de dire ah oui ils nous prennent pour des nuls, etc. C'était pas du tout ça. C'était juste pour dire mais c'est n'importe quoi. Bah, d'abord comment ça se passe en général. Et donc c'était les collègues qui expliquaient comment ça se passe. Ce sont des internes qui font les évaluations et qui téléphonent aux soignants qui a 10 ou 15 ans d'expérience qui disent ah mais est-ce que vous avez fait ça, est-ce que enfin vous vous rendez compte, et qui en 1 ou 2 heures font un bilan alors que le collègue connaît le patient depuis plusieurs années. Donc déjà, structurellement, il y a un problème, mais après, il y a quand même le problème de qui est apte pour dire qu'il est expert, sur quelle Mhm. base. Sur quelle base scientifique on va dire qu'on est expert ou pas. Mhm. Troisièmement, Absolument. fondamental est quand même une fondation avec un bout privé un financement à moitié privé, qui quand même, enfin, c'est un peu curieux qu'une structure comme ça s'érige en conseil ultime du soin psychiatrique du service public. Donc, vous voyez, et puis alors, je termine, c'est que dans bon nombre de cas, en particulier dans l'autisme, les soins qui sont proposés, tout simplement, n'existent pas en pratique. Et donc, on arrive dans une situation où les patients reviennent voir leur clinicien, dire, ah, on nous a dit ça, on nous a dit ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien de toute façon, puisque dans la Haute-Loire, il y a 1,8 équivalent temps plein de pédopsychiatres. Comment voulez-vous qu'on fasse des thérapies ultra sophistiquées qui peut-être étaient une bonne idée, mais qui juste n'existent pas? Donc quand on prend l'ensemble de tout ça, c'est complètement hallucinant. Et ben, ça vient alors d'une communication de fondamentale où ils savent communiquer, ça faut leur reconnaître ça. Ils savent tisser des liens et faire du lobbying avec les politiques. Faut reconnaître ça aussi. Il y a une certaine forme et ça a permis d'ailleurs des choses positives. Hein. Forme fondamentale a permis de récolter de l'argent pour la psychiatrie. Donc, mais là, l'utilisation qui en est faite, franchement, non seulement c'est pas bien, mais en plus c'est toxique pour le système de soins. Alors c'est d'autant plus toxique, voyez-vous, professeur Falissard, c'est que bon nombre effectivement de familles ayant eu ces conseils d'experts se sont montrés particulièrement virulents à l'égard du tissu accueillant, dans la mesure où, munis de ce certificat
Mm. donnés par ces centres experts, ils se présentent au centre de soins avec évidemment devant la carence manifeste de la prise en charge et ils se mettent évidemment à, je dirais, malmener les collègues sur le Bien sûr, terrain bien sûr. parce que le centre expert leur a donné le droit d'avoir des soins, et ces Mhm. soins n'étant pas prodigués, les voilà donc les nouveaux croisés contre des collègues de terrain qui sont de plus Ouais. en plus pris à partie. Vous voyez, est-ce que dans les lieux de réflexion, euh, comme l'Académie de médecine, etc., on fait remonter ce type de drame de terrain que, disons, nous qui sommes sur le terrain, éprouvons? Vous voyez, est-ce qu'il y a là des relais possibles pour faire remonter aux décideurs, aux Oui, législateurs? oui, 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 oui. Voilà. Mais oui, oui, il y a un communiqué de presse qui est prévu, qui est déjà écrit, et qui est signé par la D'accord. quasi-totalité des syndicats et des sociétés savantes. Hmm. Euh, oui, oui, ça va remonter et le plus probable, c'est que ça passe pas, hein. Mais enfin, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Absolument. Euh, oui, ben oui, on vit un moment difficile, incontestablement, où on parle de fake news, vous voyez, de faux savoirs. Oui, Eh ben, oui, il y en a, mais ils sont pas forcément aux endroits où on pense. tout à fait. Mais et donc, si on voulait utiliser la même stratégie de la fondation fondamentale, donc passer par les milliardaires, les politiciens, les lobbies, tout ce qu'on veut, il y aurait la possibilité de faire ça. C'est-à-dire, il y a une partie de l'État qui peut être sensible à ce type Oui, de mouvement. Parce que quand est venu à l'honneur de la chronique la question de l'amendement 159, on a vu un florilège de courriers, y compris les vôtres, pour solliciter les politiciens à prendre conscience de la réalité des faits. Est-ce qu'il y a une sensibilité de ce côté-là? oui, 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 oui. On voit, il y a des sénateurs qui sont très bien, il y a des députés qui sont très bien, qui comprennent très bien ce qui se passe. C'est pas complètement univoque, hein. Non, 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 on est très loin Mm. de ça. Hmm. À Et la d'ailleurs, j'imagine. c'est pour ça que les amendements sont en général rejetés, hein. Donc, c'est du lobbying, hein, c'est du lobbying, voilà, et il faut faire du contre-lobbying. Alors, ben, on est plus ou moins fort pour ça. Moi, je reconnais que je suis pas très fort pour faire du lobbying. Faut aimer ça, faut savoir faire, faut avoir un carnet d'adresses, etc. C'est un métier à part entière, hein, que Fondamental fait très bien. Ça, faut reconnaître ça. Ce sont des très forts en lobbying. Ça a pu être pour le meilleur, ça, c'est là en ce moment pour le pire. Ouais. Ah oui. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. D'autant que ce lobbying est en train effectivement de avoir raison de l'histoire même des implantations des institutions CMPP, CMP. Tout ce tissu-là est en train d'être petit à petit colonisé avec des associations qui, sur le terrain, qui gèrent ces CMP et CMPP qui, face aux autorités de tutelle, se voient opposer des discours extrêmement, comment dire, durs en imposant les critères que, effectivement, Fondamental et d'autres font passer avec la certitude, en tout cas la certitude que s'ils n'obéissent pas à ces oukases, eh bien, ce sont les finances mêmes des Oui. associations qui se trouveront être, je dirais, Oui. non données. Vous voyez? Pour les Et CMPP, c'est un problème parce que les CMPP sont des structures associatives et donc elles sont beaucoup plus vulnérables. Et d'ailleurs, dans une de vos interventions, je crois, c'est à Évreux que vous prenez comme exemple la Nouvelle-Aquitaine, où Oui, vous mettez en avant effectivement oui. ce qui s'est effectivement produit de façon tout à fait désastreuse pour bon nombre d'enfants qui étaient pris en charge par ces Mm, CMPP mm. en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Quand même un peu paradoxal, cette jalousie des tranches des marchés qui sont disponibles à tout le monde. Parce que dans les Mm. centres où je travaille, par exemple, on a 2, 3 ans de liste d'attente. Donc, il y aurait la place pour essayer n'importe quelle technique, n'importe Mm. quelle approche. Non, mais là, on en revient à ce qu'on disait tout à fait au début. Oui, Il y a, il y a
certes des collègues qui continuent à avoir des pratiques psychanalytiques archaïques. Il y en a peu. Moi, je pense que c'est moins 10% de la population des collègues, mais qu'on met toujours en avant. Mm. Oui, Et il y a une haine de la psychanalyse. Il y a une haine Alors, la psychanalyse est en fait un mot qui est là pour dire complexité, quoi. Pour dire, ah, Inévitable. on en a marre de ces soignants qui disent toujours c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, il faut du temps, c'est compliqué, il faut parler. On n'est pas dans un monde où dire que c'est compliqué et qu'il faut du temps pour parler, c'est pas comme ça que notre monde fonctionne aujourd'hui, quoi. Et donc les gens voudraient que le soin soit comme le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est tout simple, c'est des blocs, ça va super vite, ça doit être super efficace. Moi aussi, je voudrais ça, si ça Ben marchait bien. oui, ben bien sûr. Mais, mais même le cerveau humain, même si on parle de cerveau, ben il n'est pas comme ça, il lui faut du temps, hein. Quand le cerveau humain, on le fait bouger trop vite, ça s'appelle un trauma, hein. Ben oui, oui, oui. Mhm. Et voilà. alors, alors il y a aujourd'hui, bien entendu, l'éruption de l'intelligence artificielle. Et Oui, aujourd'hui, il y a maintenant de plus en plus d'applications qui se disent thérapeutes et oui, qui ne font que, enfin, il y a eu des faits divers mm, absolument horribles qui se sont passés, oui, notamment aux États-Unis, où je crois un adolescent a suivi en tout cas des oui, conseils de cette IA et a mis fin à ses jours. Donc, si vous voulez, oui, cette façon de faire passer que le thérapeute pourrait être une IA avec oui, un discours du patient qui, en fait, l'IA ne fait que lui redonner son message sous une forme inversée d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas de production novatrice dans une IA, il y a là quelque chose d'extrêmement terrifiant. oui. Alors, vous savez, je pense pas ça. Ah, d'accord. Alors Je éclairez-nous. pense pas ça. Euh, Alors d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu des patients qui se sont suicidés, je pense que ça montre que les IA, en fait, sont efficaces, mais que justement, comme elles sont efficaces, elles ont des effets indésirables gravissimes. Oui. Ah oui, donc ça Et précise. en fait, alors il y a des IA, alors tutorées par des cliniciens qui ont déjà, où il y a déjà eu des essais randomisés qui ont montré l'efficacité avec une mesure d'alliance thérapeutique avec l'IA qui est importante. Et je pense vraiment, et là en plus on en est au tout début, vous savez, c'est comme l'histoire des visios. Avant le Covid, beaucoup de collègues disaient on peut pas faire de thérapie en visio, c'est pas possible, on a besoin de la présence, c'est pas assez riche, etc. Mais en fait, on se rend compte que dans certains cas, ben, c'est même mieux. Certains adolescents ont moins de réticence à parler en visio qu'en face à face. Certains pères, on a pu les voir en visio alors qu'ils venaient jamais dans les thérapies familiales. Donc, en fait, on a une palette d'outils qui commence à se diversifier de façon considérable. Mais en fait, il y a toujours un thérapeute. Oui, il y a toujours un thérapeute et ce sont les outils. Alors, l'outil de base, je suis d'accord, c'est la rencontre. Absolument. C'est la rencontre. Parce que c'est anthropologique. Mhm. Mais on peut faire autre chose de temps en temps, plus ou moins, en fonction des patients, des thérapeutes, etc., des situations cliniques, des pathologies, des profils de personnalité, etc. Et l'IA va faire partie de ces nouvelles possibilités thérapeutiques. J'en Oui. suis absolument persuadé et je pense que c'est déjà le cas en fait. Mhm. Mhm. Donc là, vous nous annoncez donc une pédopsie qui serait donc aidée par des IA dans le cadre clinique. C'est ça, des prises en Voilà. charge. Oui, Voilà, on d'accord. va avoir des thérapies. Alors, encore une fois, pas pour tout, hein. Ça dépend des troubles, ça dépend des ados, ça dépend des thérapeutes, ça dépend des techniques, mais des thérapies qui seront assistées et même une clinique augmentée. Il va y avoir une clinique augmentée par des IA qui pourront vous écouter en temps réel et qui pourront vous dire, ah tiens, aujourd'hui, ton alliance thérapeutique, elle est plutôt comme ça, par rapport à la dernière fois, il s'est passé quelque chose, tu devrais gratter ça, etc., etc. Et cetera. Et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est comme si on avait
une espèce de supervision en temps réel par quelque chose qui, Oui, euh, on sort des qui vous GPS, analyse en même temps que l'entretien. oui. Mhm, mhm, mhm. Oui, on sort des GPS cliniques qu'on Une peut sorte de suivre ou pas, GPS clinique, mais qui absolument. est là. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bon, professeur Félissard, évidemment, discussion passionnante. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis aussi de donner des perspectives pour notre réflexion à venir. En tout cas, euh, Moi bon, aussi, je vous remercie beaucoup parce que je vous suis depuis pas mal de temps dans vos leçons vidéo. Et donc, faire un pont entre ces deux chaînes YouTube, c'est intéressant. Ouais. Et absolument, donc, voilà, absolument. effectivement, on aurait pu continuer la discussion pendant toute la soirée. Absolument, Bon, absolument. Bon, en tout cas, on vous remercie. En tout cas, nous Et vous merci à vous. remercions. Merci beaucoup pour avoir pris ce temps d'échange et ben, je vous dis certainement à très vite, comme on Eh dit bien, à très aujourd'hui. vite. Hein. Bien Absolument. entendu, à mon avis, l'actualité va nous solliciter les uns les autres. oui. Absolument. Eh bien, Absolument. bon courage, bonne route et à un de ces Merci, jours. Au vous revoir. aussi. Bonne soirée. Au revoir et encore merci.